Ce que nous demandons, c'est une représentation équitable des composantes qui sont partie prenante au fonctionnement de la CENI. Vous vous souviendrez du fait qu'en 2018, disons avant les élections de 2018, après même le dialogue de la CENCO, les MSC avaient changé son représentant à la CENI. Est-ce que c'est ça qui était à la base du glissement? Non. Remplacer quelques personnes. Parce que le pouvoir ne va pas remplacer ses propres représentants. Ce qui fait problème, c'est les représentants de la société civile, notamment sa composante la plus importante, qui est celle des confessions religieuses, mais aussi les représentants de l'opposition, pour que cette partie prenante se sente aussi rassurée par la qualité du processus. Ça peut demander 48 heures, ça peut demander 72 heures pour remplacer quelques personnes. Si on nous dit aujourd'hui, opposition, très bien, réunissez-vous, donnez vos représentants à l'Assemblée nationale, ça peut ne pas prendre une semaine. Est-ce que c'est ça qui va justifier le glissement? Certainement pas. Même si on devait modifier l'un ou l'autre article de la loi électorale, ça ne va pas demander de faire le tour du pays. Parce que les députés et les sénateurs habitent ici. Et ils peuvent travailler en une journée. Dès que la négociation aboutit, on inscrit cette disposition négociée dans les textes de la loi et on le vote. Donc, il n'y a aucun lien entre le changement de quelques personnes à la CENI et l'éventualité d'un glissement. Il n'y en a pas. À moins que la CENI, alors remaniée, amène d'autres arguments techniques qui démontrent que, par le fait d'un fichier électoral corrompu, on a besoin de changer tel élément et tel autre élément. On a besoin de déterminer l'enrôlement au Massissi et à Outini. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Mais le dire en amont, avant même les changements, si on change, on glisse. Non, ça possède un préjugé pour ceux qui mettent ce genre d'informations en circulation. Vous savez pourquoi nous voulons que les choses soient, pour que le Congrès ait les mêmes droits. Les M23 n'occupent plus une grande partie du massif. Mais pourquoi on n'enrôle pas ces gens-là? On a enrôlé 18 000 personnes au massif. Le massif va avoir, oui, va conserver ses 8 sièges de députés là, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les 18 000 là qui vont élire les 8 députés? Ou alors, comment la majeure partie des populations du massif va voter sans carte d'électeur? Il y a des aberrations dans cette histoire. Il faut qu'on en discute. Peut-être que ceux qui font ça ne voient même plus leurs propres erreurs. Alors, c'est pourquoi nous demandons qu'on se mette quelque part autour d'une table avec les représentants de différentes composantes pour qu'on règle la question de façon consensuelle. Chaque composante se chargera d'explications publiques comment on a corrigé les choses pour que tout le monde se calme. En matière de manifestation et de la tension qui semble monter sur la question, madame, nous sommes du côté des victimes. Parce que nous n'avons demandé qu'à manifester pacifiquement, conformément aux lois de la vie. Les autres nous imposent une brutalité arbitraire. Qu'est-ce qu'on va faire? Se résigner et accepter de devenir des esclaves dans notre propre pays, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à dire. Ou bien faire attendre à ces gens-là, même à travers les manifestations que vous faites faux sur nous. Faites très attention. N'allez pas de ces côtés-là. Ne menez pas les pays de ces côtés-là. Il s'agit d'une démarche aussi pédagogique pour essayer de réveiller ceux dont l'ivresse de l'air a plongé peut-être dans un profond sommeil. Donc, nous sommes du côté des victimes. Ce que nous demandons, c'est qu'on commence à respecter les lois de la République. Si ceux qui sont censés respecter les lois de la République se comportent eux-mêmes comme des hors-la-loi, qu'est-ce qu'ils veulent que nous disions au peuple congolais? Sinon, que ces gens sont devenus des hors-la-loi. On ne peut pas traficoter la vérité. Nous continuerons à dire qu'il faut qu'ils soient devenus ivres.
Et il mène le bateau dans la mauvaise direction. Nous serons bien obligés de continuer à répéter ces messages-là. Si ces messages font monter la tension, ça ne sera pas de notre faute, parce que nous avons demandé à manifester pacifiquement. Si on nous laisse manifester pacifiquement, on ne peut pas juger si cela va faire monter les tensions. Ce qui fait monter les tensions, c'est l'exhibitionnisme là qu'on nous oppose. Les machettes, les bâtons, les camions de policiers qui devraient nous sécuriser, mais qui viennent nous bastonner. C'est ça qui fait monter la tension. Donc, il faudrait qu'une question comme celle-ci leur soit adressée s'ils voient que la tension est en train de monter. Parce qu'ils croient que quand ils ont gazé les gens, ces gens vont paniquer, prendre peur. Mais il y en a qui disent, pour ça, prochainement, on sera encore plus nombreux. Nous allons sensibiliser les gens pour qu'on vienne encore plus nombreux. Donc, ils se trompent d'approche dans une démocratie. C'est notre devoir à nous tous de leur faire prendre conscience de ce qui n'est pas. Oui, bien, M. Mbelechi, BBC Afrique. Nationaux, ils ont tenu ces propos sur le plateau de télévision, un discours qui a été jugé pas bon du côté de l'opposition, et même vous, parce que vous luttez contre l'équipalisme. Est-ce que vous avez rappelé à l'ordre ces élus? Et aussi, est-ce que vous craignez, parce que vous avez réagi trop vite après les déclarations des Kabouya, vous craignez que le fait que Kabouya demande des sanctions contre votre leader politique et que les sanctions peuvent tomber demain ou après? Merci. Oui, je commencerai par. Nous manifestons pour attirer l'attention sur ce qui n'est pas correct dans les processus électoraux. C'est une manière pour nous de faire prendre conscience à notre population, à la population congolaise, que un jour de vote engage 5 années de vie. Et puisque la population sera appelée à poser un geste qui l'engage sur 5 ans, et puisque c'est cette population qui est souveraine de ces pays, il vaut mieux qu'elle prenne conscience qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui veut fatiguer le processus pour lui imposer des choix qui ne peuvent pas être les siens. C'est très important parce que nous ne cherchons pas à libérer notre population. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de se lever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. C'est très important pour nous de mettre en relief des incohérences de ces processus électoraux. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national conforme aux dispositions légales pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés. Si le pouvoir s'accroche à s'assurer d'une CENI sur mesure, ou même les délégués de l'opposition sont désignés par lui, il y a un bruit sur l'autre. Donc, quelqu'un qui veut faire les choses proprement ne peut pas jouer au cache-cache avec les autres partis prenants. Donc, jusqu'au dernier jour, nous allons manifester en continuant à espérer que plus la population congolaise va se lever, plus ceux qui ont encore un peu de bon sens dans l'équipe de ceux qui veulent confisquer le processus électoral trouveront le moyen de se faire entendre et de ramener les autres à des bons sens. Nous ne sommes pas encore arrivés au jour du scrutin. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend de la capacité de notre peuple à se mobiliser en grand nombre. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tout le respect, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition. Mais pour faire le bien-être du peuple congolais, et sur ces chapitres-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés. Il ferait mieux de revenir à son serment et de réaliser
ses obligations, ses engagements de chef de l'État. Les opposants savent bien lire dans la loi, connaître leurs droits et leurs obligations. La Constitution considère que les droits liés à l'existence et aux activités de l'opposition sont sacrés. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et lorsque l'opposition peut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer. Et après, on dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Qui ne sait pas ce qu'elle fait? Et l'opposition ne sait pas ce qu'elle fait. Pour celui qui juge, on oublie qu'il y a une loi qui a déjà traité de la question et qui a défini les termes